Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face ce matin jusqu'à 10h avec les urgences qui sont toujours à un moment donné dans l'année en état critique. L'hiver, on en parle beaucoup, et l'été, dans certaines villes, c'est le cas. Et il y a toujours des cris d'alerte des soignants. C'est notamment le cas de Caroline Brémaud. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous avez écrit ce livre, État d'urgence, le quotidien d'un médecin en lutte pour l'hôpital public. Alors vous étiez chef de service aux urgences à Laval. Et je dis vous étiez parce que ça s'est mal passé avec l'administration en quelque sorte. Racontez-nous ce qui s'est passé. En décembre 2023, j'ai été démise de mes fonctions de chef de service au motif d'une réorganisation. Mais on est plusieurs à penser, moi la première, que c'était plutôt une sanction déguisée pour avoir mis en avant un peu trop fort la réalité du terrain et l'effondrement du système de santé. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous avez alerté et donc vous étiez considérée comme une lanceuse d'alerte, mais peut-être trop critique sur le système en fait en lui-même. Oui, c'est ça, un peu trop critique. On m'a reproché d'être délétère à l'attractivité de l'hôpital, que c'était compliqué pour les entreprises de recruter parce que on parlait trop négativement de la santé dans mon département. Sauf que la réalité, elle est là, et qu'en plus, elle n'est pas départementale, elle est nationale, et que ça parle pas seulement des urgences, c'est le système de santé dans sa globalité qui est en souffrance. Bon, mais on ne vous en veut pas non plus totalement, puisque vous êtes toujours quand même, vous travaillez toujours à l'hôpital. Oui, je garde de très bonnes relations avec ma direction. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, on vous a autorisé quand même à écrire ce livre sur ce système de santé que le monde entier nous enviait, paraît-il. Nous avions le meilleur système de santé au monde, et certains donc parlent d'effondrement. On ne vous en veut pas d'avoir alerté ? Je pense que tout le monde, dans son fort intérieur, sait que la vérité, elle est là, elle est cruelle, et on ne peut pas la nier. Et je pense qu'il y en a certains qui sont mal à l'aise avec cette vérité et qui préféreraient mettre la poussière sous le tapis. Moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'on ne peut pas régler un problème qui n'existe pas. Ouais. Donc il faut rendre visible l'invisible, et j'aborde des sujets très sensibles dans le livre pour justement les mettre au devant de la scène. Bah oui, voilà, c'est des descriptions en fait de ce quotidien, de certaines situations, évidemment les brancards qui restent en fait assez longtemps, des personnes dont on ne peut pas prendre la charge immédiatement. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que vous racontez dans ce livre, mais pour les auditeurs qui nous écoutent? Il y a énormément de chapitres qui parlent de la santé mentale, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, pour plusieurs raisons. Moi, j'ai mon papa qui s'est suicidé alors que j'allais accoucher de mes jumeaux un mois après. J'ai perdu mon amoureux d'adolescence aussi. Et puis, j'ai vu des collègues passer à l'acte, certains qu'on a sauvés, d'autres pas. Et puis, beaucoup de jeunes... Liés au secteur de la santé, de l'hôpital, ou... d'une façon plus globale. D'une façon plus globale, en fait, le suicide, et particulièrement le suicide des enfants, est un sujet extrêmement tabou. Chez les enfants, ça fait partie des causes premières de mortalité. Donc, il faut absolument mettre ce sujet-là sur la table. Il faut absolument aborder les sujets qui dérangent, parce qu'on ne peut pas bien prendre en charge les personnes si on n'est pas au courant que ça existe. Oui, c'est ça. Alors, il y a dénoncé, Caroline Brémaud, ce que vous faites à travers ce livre, ce que vous avez fait aussi dans des médias, parce que vous avez pris la parole, vous le faites encore aujourd'hui. Ça, on vous l'a reproché justement aussi, de prendre la parole. Et pourtant, il y a beaucoup de chefs de services d'urgence qui ont pris la parole ces dernières années, bien avant d'ailleurs le Covid. Oui, alors on me reproche en fait, je pense que j'ai un franc-parler et un parler qui est assez simple, et c'est ce qu'on retrouve dans le livre. L'écriture, elle est directe, elle est naturelle. On m'entend, quand on me lit, on m'entend parler, on me reconnaît, et c'est vrai que du coup je touche les gens parce que tout le monde comprend ce que je dis. Et des fois mes confrères ont tendance à faire des phrases un peu trop compliquées et ils touchent pas le grand public. Moi, l'objectif c'était vraiment de sensibiliser le grand public et qu'on me comprenne. Oui, bien sûr. Et moi j'ai parcouru votre livre.
vivre, et il y a beaucoup en fait d'histoires comme ça, de gens que vous laissez en fait par exemple le soir, le lendemain matin, ça va moins bien. Ce que vous dites, encore une mauvaise nouvelle dans le service ce matin, quoi. C'était ce que vous rencontriez, ce que vous rencontrez en fait encore aujourd'hui aux urgences. Oui, en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir comme organisation quand on arrive le matin au travail. On peut très bien faire 12 heures de régulation au téléphone, donc au 15, et avoir aucun SMUR sur le département. Ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement. On peut ne pas avoir de médecin, même en journée, sur les urgences. Ouais. Donc, c'est des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles et qui sont stressantes, qui mettent en danger les patients, mais qui mettent aussi en danger les soignants. Et ça aboutit à des fuites de praticiens. Oui, à des fuites de praticiens. Il y a eu un mouvement qui a été lancé, les Gilets Blancs. Oui. Les Gilets Blancs. Alors, expliquez-nous ce qu'est ce mouvement. Un peu sur l'idée des Gilets jaunes, qui avait été pour revendier des choses de la base du terrain, quoi. Exactement. L'idée, c'était plutôt de faire un mouvement et pas un collectif ni une association. J'avais pas du tout envie de faire de l'ombre à ce qui existait déjà. L'idée, c'était plutôt de se revendiquer Gilets Blancs, comme on se revendique Je suis Charlie, pour dire je m'intéresse à la santé. Et c'était aussi d'avoir une équipe avec moi pour pas être toute seule à gérer et pas porter en mon nom tout le temps les réseaux sociaux, les prises de parole. Et donc ça permet de relayer les messages qui concernent la santé sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est aussi une nouvelle façon de militer, c'est d'occuper l'espace médiatique. Oui, pour dénoncer. Et c'est ce qu'on vous reproche, c'est-à-dire que vous avez beaucoup dénoncé. Certains disent que vous avez dénigré. Si on ne vous a pas maintenu à votre poste, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous proposez en face? Alors, moi, je pense pas avoir dénigré. Je pense juste avoir décrit. Voilà, non, tout mais à fait. je dis en fait la position, en fait, beaucoup plus officielle. Il faut dire les choses, quoi, bien sûr. Parlons vrai. Parlons vrai. Non, mais c'est le slogan de Sud Radio. Moi, ce que je propose, c'est plutôt avec ce livre qui est très axé sur la relation humaine entre le patient et le soignant. J'y raconte même l'histoire très intime que j'ai vécue en tant que maman avec mon enfant de 6 mois qui a été secoué par sa nourrice, qui a été entre la vie et la mort. Raconter ce que c'est qu'un quotidien de soignant, les émotions qui nous transpercent, qui nous traversent, la relation exceptionnelle qu'il y a entre un patient et son soignant, pour que les gens prennent conscience de l'importance d'un système de santé de qualité et qui se sentent concernés. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis on ferme des lits en psychiatrie, en pédopsychiatrie, vous allez me dire oui, bon, la rengaine, on la connaît, on l'entend toujours. Alors que si je vous raconte l'histoire de cet enfant de 13 ans qui s'est suicidé, que le collège a appelé la maman pour dire pourquoi votre enfant n'est pas venu à l'école, qu'elle a monté les escaliers, qu'elle a vu le cartable dans le couloir, ce que leur organisation faisait, qui se croisait pas le matin, qu'elle a ouvert la porte de la chambre et là qu'elle a trouvé son enfant pendu dans la chambre, et que moi je suis restée 13 minutes en ligne jusqu'à ce que les secours arrivent pour pas la laisser toute seule avec son enfant, qu'elle ne voulait pas masser, qu'elle a décroché mais qu'elle ne voulait pas masser parce qu'il était froid et raide. Bah, ça fait pas le même effet. Là, vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un système de santé qui n'est pas capable de prendre en charge les enfants en détresse psychologique. Oui, mais là, ce n'est pas forcément l'hôpital qui est en cause complètement. C'est le système complètement. C'est le système de santé dans sa globalité. Donc moi, je parle un peu plus des urgences et un peu plus de l'hôpital parce que c'est ce que je pratique au quotidien. Mais c'est évidemment la médecine de ville, c'est évidemment le médico-social, c'est tous les acteurs de la chaîne de santé, que ce soit les ambulanciers, les pompiers, c'est les aides à domicile. En fait, c'est tout le monde qui est concerné par ce système de santé qui se délite. Oui, et pourtant, il y a quand même un dévouement de ces personnels. J'ai l'impression que chez certains, on adhère entre guillemets à cette cause de la santé pour aider en fait les uns les autres. Vous trouvez qu'on manque de solidarité entre personnel soignant d'une façon générale? Non, du tout. Les soignants, ils font le maximum, ils font ce qu'ils peuvent, sauf que ça reste des êtres humains. Ouais. Donc quand on est passionné par son métier et que on se rend compte qu'on participe à une chaîne de maltraitance, parce que quand on doit aller plus vite, on bouscule les patients, on a moins le temps pour donner de sa personne. Une chaîne de maltraitance. Oui, une chaîne de maltraitance. Parce qu'en fait, moi, ce que je vous dis, c'est que le meilleur médicament, c'est l'humain. Et que quand on vous dit qu'il faut faire plus avec moins, eh ben, on n'a plus le temps de donner le soin qu'on aime donner, nous, en tant que soignants, celui où on prend la main, celui où on discute, celui où on s'investit personnellement, ce soin-là qui fait du bien. Et donc, les soignants, ils ont beau être merveilleux, ils
ils ont beau être solidaires, ils ont beau donner beaucoup de temps, à un moment donné, ils s'usent aussi à la tâche. Ça reste des tous des ne gens sont normaux. pas, et ce sont des humains. Donc il y en a aussi, bien sûr, qui ont leurs humeurs en fait du jour, etc. C'est difficile de laisser ces problèmes de côté quand on soigne, non? Il y a beaucoup de soignants en burn-out. Il y a un interne tous les 18 jours qui se suicide. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent changer de métier. Et forcément, si on n'arrive pas à recruter plus de monde, si les gens qui viennent partent parce qu'ils s'y retrouvent plus dans le métier qu'on nous propose de faire, ça aide pas à casser en fait ce cercle vicieux et rentrer dans autre chose. Ouais. Donc remettre de l'humanité dans le soin, c'est une priorité. Pour ça, on a besoin de remettre des budgets. Et là, pour l'instant, on a des gouvernements successifs qui nous proposent plutôt de faire des économies. Bah oui, parce que notre économie ne va pas bien aussi, Catherine Brémaud, non? Donc non mais c'est vrai, Caroline, je vous appelais Catherine, Caroline Brémaud. C'est vrai que c'est une urgence et il y a des choix en fait. Oui, alors après ça c'est des raccourcis qui sont faciles, c'est-à-dire que la santé c'est quelque chose qu'on doit miser sur le long terme. Une population en bonne santé, c'est une population qui va mieux travailler, qui aura moins d'arrêt de travail, qui va travailler plus longtemps. Les gens qui travaillent ils cotisent pour les retraites. Enfin, je pense que c'est. Non mais on a aussi une population. Non mais c'est vrai, mais on a. Alors vous avez dit cette population, puis on a une population plus âgée parce que on a fait beaucoup de progrès dans la médecine et que justement les soignants sont là pour prendre en charge ces personnes et faut que on l'avait peut-être pas suffisamment anticipé et évidemment ça coûte très cher l'ensemble des hospitalisations. Est-ce qu'on pourrait revoir les choses? En fait, sur les dernières années, il y a eu 43. Je crois que sur les 10 dernières années, il y a eu 43 000 lits d'hospitalisation qui ont été fermés. On a parlé beaucoup du virage ambulatoire et c'est une très bonne chose parce que si on peut ne pas être hospitalisé pour une intervention, c'est très bien. Mais cet argent, il aurait fallu le réinjecter pour justement penser à notre population vieillissante et proposer des lits d'hospitalisation, de médecine polyvalente ou de gériatrie. Dans de la proximité, des petits hôpitaux, par exemple, qu'on a fermés ces dernières années au nom de la rentabilité, bien sûr. On a fermé des hôpitaux, on a fermé des maternités, on a... mais on disait c'est parce que dans les maternités, il n'y a pas suffisamment d'accouchements, donc les bons médecins ne veulent pas venir et il y a des risques. Alors après, c'est des risques. Complexe, c'est complexe, mais c'est des risques à prendre. Maintenant, avec le recul, on voit qu'on a une augmentation de la mortalité infantile. Si vous n'avez pas le temps de vous rendre à la maternité, c'est le médecin du SMUR qui va vous accoucher à domicile ou dans un camion de pompiers. Donc, je pense pas que ce soit forcément mieux qu'une sage-femme. Oui. Honnêtement. Bon. Allez, nous poursuivons. Caroline Brémaud, État d'urgence, ce livre, le quotidien d'un médecin en lutte pour l'hôpital public, c'est aux éditions du Seuil. Dans un instant, vous dénoncez et en même temps vous expliquez ce qu'a été votre quotidien quand vous étiez chef des services des urgences à Laval, en Mayenne. Vous n'êtes plus dans cette fonction, mais vous êtes toujours à l'hôpital. Quelles sont les solutions? On va voir ça avec vous dans un instant, dans La Vérité en face sur Sud Radio. Et puis on va appeler un chef de service des urgences, qui est toujours en poste aussi, qui est à l'hôpital Lariboisière à Paris. On va confronter vos points de vue. Nous poursuivons La Vérité en face sur Sud Radio. Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face ce matin sur les urgences avec ce livre de Caroline Brémaud, État d'urgence, le quotidien d'un médecin en lutte pour l'hôpital public, qui a été chef de service aux urgences à Laval et qui nous raconte à travers beaucoup de témoignages ce que l'on vit dans les hôpitaux, dans les urgences. Ça ne donne pas toujours envie d'y aller, d'être accueilli dans ces hôpitaux. Alors on n'y va pas pour un séjour et pour des vacances, mais quand même des patients sur les brancards, des soignants, parfois en burn-out aussi, vous le racontez, des services qui ferment. Alors il n'y a pas que ces chiffres froids qui effraient, parce qu'il y a aussi des personnels qui sont sur le terrain et qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes face aux difficultés. Caroline Brémaud, c'est ce que vous voulez dire aussi. Ce n'est pas qu'un livre pour dénoncer en fait cette situation. Non, c'est un livre vraiment pour raconter, pour qu'il y ait une prise de conscience de ce que c'est qu'être soignant, de ce que c'est que de devoir choisir aussi, de devoir parfois trier les patients, et puis de ce que ça existe, le tri des patients. Oui, bien sûr, ça existe. Oui, on dit certains nous dit toujours non, ça n'existe pas. C'est même on trie déjà rien que pour savoir la gravité, on trie pour réorienter. Ça, ce qui est un peu normal, la gravité. Complètement. Bien sûr, mais savoir on trie qui on prend en aussi urgence.
dans le deuxième chapitre, je raconte choisir, c'est renoncer. J'ai 3 urgences vitales et je n'ai que 2 équipes médicales de SMUR pour intervenir en extérieur. Et donc, je dois choisir qui j'envoie. Ouais. Et donc, j'envoie sur un bébé. Je fais dérouter le SMUR qui partait pour un monsieur âgé en arrêt cardiaque et pour aller sur un malaise grave du nourrisson. Ouais. Le monsieur est décédé. Ouais. C'est choisir. C'est choisir. C'est extrêmement douloureux pour nous. Et on doit en plus le faire dans un délai extrêmement court. Ouais. Et donc, on trie les patients. Ouais. Bon, ça c'est à Laval, une ville moyenne en France, et c'est partout en France. Et bien sûr aussi dans les grandes agglomérations. Nous sommes avec le docteur Éric Revue, chef de service des urgences et du SMUR à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Merci, oui. Et vous, oui, vous allez bien quand on parle santé. Vous avez raison de poser en fait cette question, hein, docteur Éric Revue. La situation telle qu'elle est décrite par Caroline Brémaud dans son livre, c'est une récit en fait. C'est un récit et une série de témoignages de gens qui ne sont pas bien pris en charge, des difficultés aussi des soignants, parce qu'il faut parfois choisir. Est-ce que vous, c'est le même scénario aussi à l'hôpital Lariboisière, qui est un grand hôpital en région parisienne? Écoutez, le scénario, il n'y a aucune raison qu'il soit différent à Lariboisière ou dans les autres hôpitaux. La seule chose qu'il faut voir, c'est que c'est vrai, on alerte très souvent nous pour nous organiser. Alors le tri, comme il est expliqué par ma collègue, c'est vrai qu'on fait un tri de gravité, on soigne le plus grave d'abord. Maintenant, la difficulté qu'on a vécue depuis une vingtaine d'années, c'est que effectivement la fermeture des cabinets de médecins généralistes ou des médecins généralistes qui ont pris la retraite fait que on a une utilisation malheureusement des services d'urgence qui devient inadapté parce qu'en fait on vient pas aux urgences parce qu'on n'arrive pas à avoir de médecin généraliste, parce que j'arrive pas à avoir mon rendez-vous avec tel ou tel spécialiste. Donc la réalité elle est un petit peu là. Ça nous c'est pénible parce que c'est de la ressource. Après tous les hôpitaux essaient toujours de s'organiser pour que évidemment on soit toujours présent pour le patient le plus grave. La situation qui est donnée par ma collègue effectivement sur les situations en SAMU qui est toujours un petit peu difficile parce que on a cette contrainte d'essayer de répondre. Vous savez qu'on a un délai qui nous a imposé d'être dans 20 à 30 minutes sur place auprès d'un patient en France. Ben voilà, on sait, c'est des indicateurs qu'on essaie de suivre, qu'on essaie de respecter, mais qui sont assez difficiles. Oui. Donc oui, on a cette difficulté. C'est ça qui nous pose des problèmes. Et si je vous suis bien, hein, donc docteur Éric Revue et Caroline Brémaud, vous allez peut-être dans ce sens. C'est ce déséquilibre, c'est-à-dire que finalement, si il y avait une meilleure répartition peut-être des forces de soignants, si je puis dire, en fait, sur le territoire, ça irait peut-être mieux, c'est-à-dire avec une médecine de ville qui peut faire des gardes, accueillir en fait des gens, plutôt que d'envoyer tout le monde dans les urgences, parce que c'est un peu le problème, c'est-à-dire que on est tous passés par les urgences où on se dit mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait vraiment aux urgences, quoi? Alors la problématique pardon. Comment, docteur Éric Revue, et ensuite, oui, allez-y. Oui. Non, ouais, la vraie difficulté un petit peu qui est là, c'est qu'en fait depuis 20 ans, on assiste à cette espèce d'utilisation des urgences qui sont mal utilisées. L'urgence, c'est vraiment le dernier panneau, le dernier rempart qui existe. Et malheureusement, on fait trop et on demande trop à des urgences de pallier tous les problèmes de dysfonctionnement. Et quand je dis là, on va être beaucoup plus large. On va aux urgences parce que j'arrive pas à avoir un rendez-vous, j'arrive pas à avoir mon spécialiste, j'arrive pas. Alors l'autre aussi, ce qui est terrible, je le dis, hein, il y a des familles, ils savent plus quoi faire avec leur famille. La grand-mère, elle peut plus rester à la maison, donc on va la déposer aux urgences. Oui, mais c'est des patients qu'on va être obligé de trouver, de chercher un lit, on se bat. Donc on est à chaque fois obligé de s'adapter. Les urgences passent leur temps à s'adapter et malheureusement on détourne aussi notre vraie fonction, qui est que nous on aimerait faire que des urgences vitales, que des gens qui ont vraiment besoin d'être en charge. Et en fait on est noyé là-dedans de patients qui utilisent mal les urgences. Oui. Caroline Brémaud.
Alors pour compléter le propos de mon collègue, le problème d'accès à la médecine de ville par manque de moyens, c'est que des fois les gens viennent directement aux urgences et donc on a l'impression entre guillemets qu'ils viennent pour rien, mais ils viennent parce qu'ils ont eu un besoin et qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour y répondre. Mais il y a des fois aussi où ils attendent chez eux à domicile et un problème qui aurait pu être réglé simplement par un médecin en ville va s'aggraver tranquillement à domicile et va devenir vraiment urgent. Et le patient va arriver en très mauvais état aux urgences avec un besoin en soins urgents, un besoin en hospitalisation. Et s'il avait été vu 8 ou 10 jours plus tôt par un médecin en ville, ça se serait passé différemment. Et donc on voit aussi que on a une baisse de la mortalité, on a une augmentation de la mortalité oui, parce qu'on ne va pas suffisamment rapidement, assez tôt chez le médecin. L'espérance de vie en bonne santé en fait diminue. Et donc ça c'est un autre problème de l'accès aux soins. Les urgences c'est vraiment très lié à ce qui se passe en amont des urgences et ce qui se passe aussi au niveau des lits d'hospitalisation après le passage aux urgences. Donc on est vraiment au cœur du système de santé et c'est pour ça que c'est souvent notre service et notre spécialité qui est mis en avant dans les médias alors qu'on a beaucoup de spécialités qui sont en difficulté et on en parle moins. Non mais c'est vrai, c'est parce que vous êtes la porte d'entrée, une des portes d'entrée entre guillemets les plus populaires auprès du grand public parce que on a un petit bobo, on va aux urgences quoi en fait aujourd'hui quoi. Alors non. Il peut y avoir ça parce que on n'a pas accès aux soins en ville, mais ces gens-là, ils vont attendre longtemps. Ils seront pris en charge, ils vont attendre longtemps et c'est pas si grave. Le souci c'est les gens qui ont un état de santé qui nécessite une hospitalisation et pour qui on n'a plus de lit parce que les lits ont été fermés, on peut plus hospitaliser les gens et donc ils restent dans des brancards dans le couloir des urgences. Et mon collègue le raconte aussi, le problème du maintien à domicile chez la personne âgée, ces patients-là, ces personnes ne devraient pas passer par les urgences. Il devrait y avoir des filières ville-hôpital qui devraient être organisées. C'était prévu, objectif 0 patient gériatrique en 2024. C'était ce que le gouvernement avait promis il y a quelques années. Des filières très précises pour des catégories de population pour ne pas qu'ils aillent aux urgences. Docteur Éric Reveux, vous êtes favorable à ça également ? Oui, alors en plus on le dit malheureusement, il faut voir, on est en France, on a une population qui par chance vieillit de plus en plus, mais qui dit vieillir, il dit avoir de plus en plus besoin de soins. Et le problème qu'on soulève de plus en plus, c'est cette espèce de calcul qui est fait dans tous les hôpitaux de France, c'est surtout de réduire le nombre de lits. Or, on sait très bien qu'on a une population qui vieillit de plus en plus, et donc il y a des maladies qui ont besoin d'être prises en charge à l'hôpital. Il ne faut pas réduire le nombre de lits. Qu'on travaille sur le côté développer peut-être un peu d'ambulatoire, c'est faisable, mais c'est faisable pour la chirurgie, c'est faisable pour certaines pathologies, mais pas pour tout. Et effectivement, on doit avoir des lits. Ce qui nous fait hurler les urgentistes en général, c'est vous avez des patients âgés qui pourraient être notre mère, notre grand-mère, qui vont passer la nuit, voire plusieurs jours dans un service d'urgence. Ça, c'est intenable. Et parce qu'en fait, on sait qu'il ne faut pas le faire ça. C'est ça qui est insupportable et pour lequel on essaie de lutter contre ça. On se bat en permanence pour dire donnez-nous des lits pour pouvoir donner et soigner correctement les patients. Alors, est-ce que ces lits pour ces patients plus âgés qu'on doit prendre en charge, qui sont dans une situation alors d'urgence ou pas d'urgence, parce qu'il faut leur apporter en fait des soins, est-ce que ça doit être dans les hôpitaux classiques ou est-ce que ça doit être d'autres centres, que ce soit en région parisienne avec vous, docteur Éric Reveux, ou vous, Caroline Brémaud, en territoire plus, plus rural, évidemment en Mayenne et dans l'ensemble en fait des territoires des villes moyennes. J'ai envie de dire peu importe en fait. L'important c'est que si tout le monde se retrouve au même endroit, c'est là où il y a embouteillage. Oui, mais après ce qu'il faut c'est qu'il y ait des lits qui soient créés. Si c'est dans des structures soins de suite ou alors est-ce que c'est des lits d'aigus, de toute façon on a besoin de toutes les étapes au niveau du maillon de la chaîne. On a aussi besoin d'aide à domicile pour que les gens puissent aussi rester longtemps à leur domicile, parce que c'est souvent le souhait des gens de rester à la maison. Donc c'est sur
tous les fronts qu'il faut travailler, parce qu'il y a quelque chose qui manque beaucoup dans les questions qui concernent la santé, c'est la parole de l'usager. Ouais. On donne rarement la parole du malade. Qu'est-ce que eux ils veulent? Quelles sont leurs attentes? Quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'ils aimeraient? Et qu'est-ce que les personnes âgées ont envie, elles, d'avoir pour vieillir? Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément dans les espaces de parole. Qu'est-ce qu'elles disent quand vous avez échangé? Parce que vous avez beaucoup de témoignages dans votre livre, justement. Vous échangez avec des passants, des personnes âgées, mais pas que, bien sûr, mais sur les personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles vous disent, elles? Ils ont envie de rester chez eux, en fait. Eh oui. Et donc c'est cette organisation-là sur laquelle il faut aussi travailler. Et souvent, malheureusement, c'est des emplois qui sont précaires au niveau des aides à domicile. Et c'est compliqué d'avoir un emploi d'aide à domicile qui soit suffisamment rémunéré pour vivre. C'est souvent des femmes et c'est souvent des temps partiels. Et donc c'est pas attractif non plus comme métier, alors que c'est fondamental à la prise en charge dans la dignité de nos personnes âgées. On doit prendre en charge dignement notre population. Mais alors ça passe par ce que je disais, une répartition aussi des médecins sur les territoires, avec par exemple des médecins dans les maisons de santé, qu'il y a des gardes, qu'on puisse aller voir ces personnes aussi plutôt que de les envoyer en fait aux urgences. Docteur Éric Revue, vous abondez en fait dans ce sens ou pas? Archie, je suis complètement d'accord, et le point qui a été soulevé par ma collègue est effectivement le plus important. Les patients, surtout qui vieillissent de plus en plus, n'ont pas envie d'aller dans une EHPAD. D'abord, ça coûte cher, une EHPAD, c'est 2000, 3000, 4000 euros, 4000 euros. Faut avoir les moyens de le faire. C'est pas forcément ils ont envie de rester chez eux, et ils ont raison. Je pense qu'il faut plutôt travailler, et ce qu'a dit ma collègue, c'est exactement ça, c'est-à-dire de faire que ces patients qui ont envie de rester chez eux, d'avoir effectivement quelque chose d'attractif pour pouvoir les suivre et leur laisser rester à la maison, qu'ils aient des courses, des aides pour les soins. C'est un vrai travail, un vrai projet qu'il faudrait lancer pour pouvoir les respecter, ces gens rester chez eux. Après, effectivement, ça aiderait le plus. Maintenant, on discute, moi c'est ce que j'ai mis en place à la Riboisière, c'est-à-dire qu'on a mis en place un partenariat avec des cabinets de médecine générale, qui fait quand le patient vient aux urgences et qu'il n'y a absolument pas besoin du service des urgences, je les envoie sur ce cabinet-là, cabinet, c'est un centre de santé qui est en face, parce que j'ai dit non, vous n'avez pas besoin des urgences, vous devez y aller. Ça c'est un partenariat dont on a besoin de développer. Tout le monde ne peut pas le faire parce qu'on manque aussi de médecins, il faut avoir des médecins pour le faire, mais on sait très bien que c'est ça qui va nous permettre d'utiliser intelligemment les urgences et de ne pas épuiser un système qui est en train d'exploser, parce que malheureusement ça devient une espèce de foutoir où tous les problèmes arrivent. Donc je suis complètement d'accord avec ce que dit ma collègue. Oui. Et puis parce qu'on va aux urgences aussi, parce qu'on se dit de toute manière tout va être pris en charge, quoi. Oui, ça va aller plus vite. Oui, ça va aller plus vite et tout va être pris en charge. Mais en attendant, ça vous fait perdre un petit peu de temps, vous, de votre côté quand même. Caroline Brémaud aussi, il y a des personnes comme ça qui viennent et il faut les redispatcher. Mais en tout cas, c'est une bonne piste. L'organisation des territoires en filière, c'est quelque chose qui est important. Dans mon département, on a une bonne organisation avec les médecins libéraux qui font des gardes. On a un système qui fonctionne, mais on a besoin aussi que les spécialités s'organisent aussi en filière. Oui. Pourquoi il y a des moments, et on terminera là-dessus, des urgences, des services d'urgence, notamment pendant les périodes estivales ou alors à l'hiver, sont fermes? Alors, le grand public a toujours du mal à comprendre ça. Nous, on est dans une situation dans mon département où on est à compter plutôt les nuits où on est ouvert, et on est même sur des fermetures en journée. Il y a les congés, en fait. C'est-à-dire que l'été, il y a les congés du personnel, et on sait que les congés d'été sont un peu plus longs. C'est pas juste une semaine, c'est souvent 2 à 3 semaines. Et sur des tensions de ressources humaines, c'est vrai que ça déstabilise le système. Et puis on est déstabilisé aussi l'hiver par la pathologie hivernale virale, grippe, gastro. Et on a un système de santé qui a un équilibre précaire, fragile, voire même qui est complètement à plat dans certaines zones, et donc forcément dès qu'il y a un petit grain de sable, ça fonctionne plus. Oui, on rappelle, docteur Éric Revue, que si dans des périodes chargées ou le soir, etc., on a un malaise, qu'est-ce qu'on fait? On va pas directement aux urgences, on appelle, et là il va y avoir en fait un service à votre écoute.
Oui, alors pour répondre un petit peu à votre question de manière générale, il faut savoir que 90%, que je crois que c'est 90% des services d'urgence en France n'ont pas leur effectif complet. Donc ça veut dire que dès que vous avez effectivement des périodes de vacances ou de fermeture, on a des difficultés pour pouvoir assurer la continuité des soins. Et c'est ce qui s'est produit il y a 2 ans et l'année dernière, c'est qu'il y a des grandes villes comme Bordeaux, comme des grandes villes qui ont été obligées de fermer parce qu'ils n'avaient pas de médecins pour pouvoir assurer cette permanence H24. Donc ça, c'est le premier problème. Effectivement, après, le côté d'utilisation du service d'urgence et de passer par le SAS, normalement, ce qu'on nous demande, c'est de passer un appel avec le SAS, c'est-à-dire avec le SAMU qui va filtrer, qui va essayer de vous donner des indications. Ça pourrait marcher. On n'arrive pas encore, pour l'instant, on peut pas vraiment dire que ça marche bien et que ça limite et que ça empêche ce système de fonctionner. Il y a ce qui s'est produit il y a 2 ans, il y a des villes comme ça qui avaient fermé le service d'urgence, qui ont dit on n'accepte personne si vous n'avez pas fait le SAS et appelé le SAMU avant de venir. Donc voilà, et ça c'est pas bien parce que c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Merci docteur Éric Revu, chef de service des urgences et du SMUR à l'hôpital Lariboisière à Paris, et vous Caroline Brémaud avec votre livre État d'urgence. Il faut le lire pour voir ce qui se passe dans les hôpitaux, le quotidien d'un médecin en lutte pour l'hôpital public. C'est aux éditions du Seuil. Merci d'être venu ce matin dans La Vérité en face sur Sud Radio.